Alors, je pense que c'est une très bonne transition pour la table ronde qui va donc être ouverte maintenant. Si vous le voulez bien, madame, on va essayer de répondre à vos questions, et en tout cas de faire répondre nos intervenants qui sont des patients et des professionnels de santé de premier recours. Donc la table ronde que je vais ouvrir maintenant concerne la façon dont on doit accompagner justement les professionnels de premier recours, les patients, dans le cadre du virage ambulatoire que j'ai cité tout à l'heure, et donc du développement et de l'essor des chimiothérapies orales. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une grande nouveauté pour l'ambulatoire, pour les personnes et les acteurs de l'ambulatoire. D'une part parce que ces médicaments sont nouveaux dans leur classification thérapeutique. Ils ont des effets indésirables très particuliers, qui ne sont pas du tout des effets indésirables classiques des chimiothérapies que l'on connaît tous et que éventuellement les médecins aussi, les pharmaciens ont appris à la faculté. Et que donc également il y a un besoin d'information, de formation, de bon usage, de communication pour que l'ensemble des partenaires et notamment les nouveaux partenaires de la prise en charge soient mis en place. Donc je voudrais avoir vos avis à tous. D'abord Madame Estelle Lecointe, qui est donc une patiente, qui est présidente de 2 associations, l'association SOGIST, l'association sur les sarcomes, et qui a également une position au niveau européen en termes de représentation des associations. Et en fait, vous faites également partie du comité des usagers et des professionnels de l'INCa et du conseil scientifique de l'INCa. Madame Estelle Lecointe, quel est votre avis sur la question ? Alors, merci beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai avant tout et surtout une expérience de ces thérapies. Je crois que c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai été sollicitée pour cette table ronde. Donc, merci Madame pour votre question, parce que ça va me permettre justement d'introduire ce que je comptais dire. Donc, ce que je voulais souligner d'abord, c'est que depuis l'apparition donc, des premiers traitements sur le cancer, on sait que le taux de mortalité n'a pas cessé de diminuer. Et donc les traitements innovants que nous voyons fleurir depuis les années 2000 ont considérablement permis en fait de confirmer cette tendance, avec souvent au passage, on le sait, pour un nombre considérable de patients, un impact qui est non négligeable sur la qualité de vie. En outre, ces nouveaux traitements offrent désormais dans certains cancers, et avec l'aide de la biologie moléculaire, la possibilité d'évoluer vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire vers une médecine plus fine, qui est plus adaptée aussi aux caractéristiques de chacun. Mais on sait aussi que paradoxalement, ces nouveaux traitements donc, qui connaissent un boom depuis maintenant 15 ans restent malgré tout, et bizarrement, encore assez méconnus du grand public. Donc pas uniquement pour les équipes ambulatoires, mais aussi pour l'opinion en général. Malgré ce développement donc, constant que nous observons, il y a une large partie de l'opinion qui ignore encore que le traitement du cancer ne se limite plus aux chimiothérapies conventionnelles et que l'arsenal thérapeutique s'est enrichi de formes galéniques simplifiées qui peuvent même parfois être combinées les unes aux autres dans le but de mieux traiter ou encore de mieux contrôler la maladie. Donc en cela, l'avènement des traitements innovants a créé un véritable bouleversement dans la prise en charge des malades, mais pour autant, ce manque d'information et sinon de sensibilisation du grand public n'est pas sans conséquence en fait pour les malades qui, dans leur très grande majorité, découvrent cette nouvelle réalité au moment du diagnostic. Ce qui leur vaut aussi parfois de n'être pas pris au sérieux par leur entourage lorsqu'ils évoquent avec leurs proches la manière dont va être traitée leur maladie. Donc alors bien sûr, vous me direz que ce n'est pas un drame en soi, c'est même plutôt une bonne nouvelle puisque les malades concernés découvrent aussi à ce moment-là qu'ils ne seront pas forcément hospitalisés, que les effets secondaires seront moindres que ceux observés dans les chimiothérapies conventionnelles jusqu'ici, donc qu'ils ne perdront pas leurs cheveux et qu'il suffira pour se soigner d'avaler tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour un simple comprimé donc à prendre à la maison. Donc, cependant, si ces traitements innovants constituent une véritable révolution dans la prise en charge des malades atteints de cancer, elles sont aussi un véritable bouleversement pour les malades qui sont encore sous le choc de l'annonce et se voient soudainement imposer des modalités de traitement qui sont pour le moins inattendues, auxquelles ils n'étaient pas forcément psychologiquement préparés,
parce qu'on n'imagine pas qu'un tel traitement puisse être proposé, et qui se trouvent aussi confrontés malgré eux à une autonomie, sinon à une responsabilité thérapeutique qui n'est pas toujours souhaitée, surtout lorsque l'on se trouve dans un moment de grande fragilité émotionnelle à l'issue du diagnostic ou de l'annonce de la récidive. Donc certes, l'éloignement de l'hôpital que confère la grande majorité de ces traitements est une avancée considérable, puisqu'il permet aux malades aussi de rester actifs dans la société et de conserver un lien social. Mais pour certains patients, et y compris pour leurs proches, il peut aussi être mal vécu et perçu comme une rupture et sinon un abandon par le monde hospitalier ou le corps médical. Cela signifie que ces nouveaux traitements anticancéreux doivent également inviter à repenser la prise en charge des malades et donc à la sensibilisation, voire à la formation des professionnels de santé. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de délivrer une ordonnance pour se dire que l'on traite le cancer et de renvoyer au malade l'entière responsabilité de l'échec ou de la réussite de sa thérapie. Si les malades se doivent d'être éduqués et sensibilisés aux enjeux d'une bonne observance, ou tout du moins d'une observance optimale, parce qu'il est encore très difficile d'identifier clairement ce qu'est une bonne observance, les professionnels de santé doivent aussi, quant à eux, se pencher sur les moyens à mettre en œuvre pour accompagner efficacement ces patients afin que ces derniers ne se retrouvent pas en proie à ce terrible sentiment qui est celui de la solitude thérapeutique. Parce qu'il ne suffit pas de demander au malade une fois par trimestre s'il prend bien son traitement pour dire que l'on assure pleinement son suivi. Donc la prise en charge du malade traité par thérapie innovante, elle se doit avant tout d'être globale et pluridisciplinaire, comme celle que l'on observe encore dans les chimiothérapies conventionnelles. Ce n'est pas parce qu'on renvoie le malade à la maison que le suivi doit être diamétralement différent. Donc, si le contact entre le patient et l'hôpital se fait plus espacé, il est aussi impératif de travailler sur la mise en place d'un accompagnement de proximité en se donnant les moyens de renforcer le lien entre l'hôpital et la ville, ce qui était déjà un des objectifs depuis un certain nombre d'années, mais il y a encore sur ce plan beaucoup de progrès à faire. Et donc sur ce plan, le médecin généraliste et le pharmacien ont la possibilité d'occuper une place de choix, de par leur proximité géographique d'une part, mais aussi de par les relations de longue date qu'ils entretiennent souvent avec les malades. Pour autant, on sait que beaucoup de malades traités par thérapie ciblée finissent malheureusement par perdre le contact avec leur médecin généraliste, qui se retrouve lui aussi parfois dans l'impossibilité de répondre aux questions des malades ou de proposer un suivi optimal par manque d'informations sur les dits traitements ou sur la maladie. Donc la place que peut tenir aussi le pharmacien d'officine est encore très largement méconnue, et ça je pense que Jérôme saura nous éclairer là-dessus. Et pourtant, il reste aussi l'un des professionnels de santé les mieux placés pour écouter, pour informer, pour conseiller les malades sur les moyens de lutter contre certains effets secondaires, mais aussi sur les risques de possibles interactions entre les médicaments. Donc la place de ces professionnels de santé est cruciale, car leur seule présence et leur seule écoute peut parfois suffire à faire que certains malades ne s'installent pas dans des mécanismes de dysfonctionnement qui sont provoqués par un éloignement de l'hôpital ou un manque de disponibilité de l'oncologue, qui, on le sait, est souvent très occupé. Donc bien sûr, certains hôpitaux ont la possibilité aussi de former des infirmières qui assurent le suivi de ces patients, soit par le biais d'entretiens en parallèle des consultations avec l'oncologue, soit aussi par le biais d'appels téléphoniques qui permettent aux patients du coup de rendre compte de leurs difficultés, d'être conseillés, mais aussi et surtout de trouver un soutien. Et ces dispositifs, quand ils existent, sont effectivement très appréciés des patients, mais malheureusement, ils ne font pas encore légion, ce qui est dommage. Donc pourtant, ces différentes formes d'accompagnement, elles revêtent aussi à elles seules une importance cruciale. Il faut savoir en effet que les patients qui sont traités par thérapie ciblée zappent en moyenne 1/3 de leur traitement par an. Et que ces omissions ou ces reports volontaires de prise vont non seulement avoir un retentissement considérable sur la santé et sur la qualité de vie du malade, qui va de ce fait développer de nouveaux symptômes ou voir sa maladie progresser, mais ils vont aussi, et on vient d'en parler très largement, générer des coûts substantiels pour le système de santé qui finira probablement un jour, à court ou moyen terme, ne plus vouloir supporter ces coûts.
Et donc, il est impératif que nous mettions tout en œuvre pour que les malades bénéficient d'un accompagnement optimal et efficace, afin qu'ils ne soient pas un jour sanctionnés par une politique de santé qui cherchera à leur faire porter la responsabilité de ces coûts, sachant que ces traitements s'inscrivent davantage dans une perspective de chronicisation de la maladie que dans la perspective d'une guérison. Alors bien sûr, l'industrie pharmaceutique redouble aussi d'ingéniosité pour accompagner le patient dans sa prise par le biais de blisters ou de bouchons à puce, d'applications, de brochures. On voit aussi des carnets sur lesquels il est possible de rapporter les difficultés qu'on rencontre avec les traitements. Donc ces outils sont parfois à la pointe de la technologie et offrent une aide précieuse en termes de rappel de prise, mais elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un accompagnement humain. Parce que quand on déblistère son médicament ou qu'on ouvre le flacon, on sait effectivement combien de fois le patient a déblistéré ou a ouvert le flacon, mais rien ne garantit si ce médicament est arrivé jusqu'à la bouche du patient. Et donc, voilà, rien n'est jamais moins sûr. Donc, pour conclure, je dirais qu'on aura beau avoir des traitements innovants qui seront simplifiés à l'extrême et qui offrent un réel bénéfice en termes de qualité de vie, les laboratoires pourront aussi toujours développer tous les trésors d'ingéniosité qui permettent les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que le cancer restera toujours une maladie particulièrement grave et un véritable cataclysme dans la vie des patients qui nécessitera donc naturellement l'engagement et l'implication d'une équipe de professionnels de santé et qui fera toujours appel aux besoins d'un contact humain dont personne ne saurait se passer aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup Estelle, c'était très convaincant et merci aussi des propositions que vous avez faites. On a bien entendu et je pense que c'est quand même un point important de voir combien les patients peuvent être seuls face à leur boîte de médicaments et que c'est vraiment une chose nouvelle dans la prise en charge du cancer. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire penser sur la façon dont on va de nouveau et améliorer l'organisation de cette prise en charge. J'aimerais passer la parole maintenant à Madame Rousseau. Qui est donc médecin généraliste depuis, je ne dis pas, depuis quelques années. Depuis 32. Voilà. 32 qui a participé au centre de coordination en cancérologie mis en place à l'hôpital d'Argenteuil et en lien également avec les recommandations de l'INCa. Vous faites partie également d'un réseau ville-hôpital de soins palliatifs et en cancérologie sur Argenteuil et notamment vous prenez des patients en fin de vie en charge en ville. Et enfin, vous êtes également membre du comité des usagers et des professionnels de l'INCa. Et donc, quelle est, en tant que médecin généraliste, justement, on entendait bien l'importance de la place du généraliste dans cette prise en charge de la chimiothérapie orale. Quels sont, selon vous, quel est votre avis sur votre place et sur les moyens à mettre en œuvre et à améliorer ? Alors, je pense qu'on partage le grand moment de solitude avec le patient. On est déjà deux, c'est déjà pas mal, mais nous aussi, on se sent très seuls et très désarmés face aux attentes des patients dans ces moments-là. Je voudrais juste replacer brièvement la place du médecin généraliste jusqu'à présent dans le parcours de santé d'un patient atteint de cancer. On est assez positionné en amont, c'est-à-dire qu'on a bien investi le champ de la prévention, du dépistage, du diagnostic, et l'après-cancer, l'accompagnement en fin de vie. Mais pendant tout le temps thérapeutique, le patient nous échappe, ce qui est tout à fait normal. Il est pris en charge par l'expert, le spécialiste, et jusqu'à présent, avec le soutien de l'hôpital, ils avaient peu besoin de nous, sauf quand il y avait des comorbidités qu'on prenait en charge conjointement. J'ai vu apparaître les thérapies ciblées chez un de mes patients en 2010. C'était un patient qui avait une LMC que j'avais adressé à l'hématologue avec qui je travaille, quelqu'un qui est tout à fait compétent, qui l'a pris en charge. Et j'ai eu à ce moment-là l'impression qu'il prenait la main. Vous savez, comme quand sur l'ordinateur on vous dit ne touchez plus à rien, on s'occupe de tout. C'est occupé de tout, non seulement de la recherche, de toutes ces mutations, de tous ces termes que vous venez de citer, du traitement, mais du traitement des comorbidités.
Alors là, je me suis dit, un peu gonflé quand même de s'occuper des troubles du rythme et de l'estomac, il aurait pu au moins me laisser ça. Sauf que ça avait une incidence sur le traitement, puisque, pour ne pas le citer, le premier traitement qui avait été utilisé était le Glivec. Je suis désolée, je me suis entraînée à prononcer le IB, mais j'y arrive pas, hein, donc j'utilise les mots que je connais. Dans un premier temps, il était traité par le Glivec, puis après par le Spricel, et là, oh malheureuse, il fallait surtout pas utiliser les IPP, c'est-à-dire les traitements pour l'estomac qu'on utilise habituellement, à cause des interactions. Donc je voyais passer les choses avec un grand désarroi, en disant au patient, écoutez, j'ai confiance en lui, donc on y va. Et d'ailleurs, le patient va très bien. Donc c'était 2010. Deuxième patient, 2014, et j'ai sous les yeux le compte-rendu. Son médecin traitant part à la retraite, je deviens le médecin traitant, et j'ai un compte-rendu de sa prise en charge. Et alors là, deuxième grand moment de solitude. On me parle donc d'un adénocarcinome bronchique classé initialement, on donne sa classification, présentant une mutation BRAF, c'est ça, c'est pas BRAF, BRAF, j'ai appris quelque chose, sans mutation CRAS ni EGFR. Nous étions en attente du statut ALK pour pouvoir commencer le traitement. Absence de détection de la protéine ALK au niveau des cellules tumorales en histochimie. Je vous passe quelque chose que j'ai compris. A pu être vu en consultation de dermato sans particularité. Pourquoi le dermato? Je me suis dit, il y aura quelque chose. Examen ophtalmo le 12 novembre, il est conclu qu'il n'y a pas de facteur de risque prédisposant au VCR ou de DEPR. J'étais assez contente. Voilà, chers confrères, soyez... Bon. Je pense que cette personne doit se dire, de toute manière, j'ai affaire à un médecin généraliste extrêmement brillant qui sait tout sur... si vous saviez... la première fois que j'ai entendu le mot transcrit, c'est mon patient qui m'a expliqué. Alors, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle n'appelle pas les médecins? Je les appelle, mais voilà, au bout d'un moment, il faut bien que je me débrouille. Donc, j'ai cherché des formations, mais une formation pour 2 patients en 6 ans. À côté de ça, je vois 2 à 3 patients ayant des fibrillations auriculaires dans la journée. Et pour ceux qui suivent un peu la cardio, ça évolue énormément. Donc, je me suis dit, il faut être rentable, je vais faire les formations sur la fibrillation auriculaire, sur l'isolation des veines pulmonaires. Je ne suis pas sûre que vous sachiez tout ce que c'est. Et c'est vraiment très utile. Et en attendant, je me dis, je vais attendre d'en avoir un petit peu plus sur les thérapies ciblées et sur tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Là, j'ai fait un stock. Pour faire des formations. Et puis là, patatrac, vous me demandez d'intervenir. Je me dis, mais j'ai rien à dire, je ne sais rien. Donc j'ai lu quand même sur le site de l'INCa tout ce qui se dit. Alors voilà, j'ai compris ce qui se dit. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui soit encore compétent pour accompagner un patient. Donc premièrement, notre formation, je ne sais pas où la faire. Si quelqu'un a une idée, donc il faut vraiment axer là-dessus. Deuxièmement, vous avez bien compris, c'est le compte-rendu que vous nous envoyez. C'est un compte-rendu, ça fait 20 fois que je le dis, qui est fait par des experts pour des experts, par des hospitaliers pour des hospitaliers. Ça n'est pas un compte-rendu qui est adressé à la ville. J'ai connu, ça fait 32 ans que je travaille, des spécialistes. J'ai en tête un chirurgien, vous voyez, en plus un chirurgien, qui m'a appris l'urologie par ses comptes rendus. Voilà, c'était extrêmement didactique et j'ai pu progresser. Ça lui a fait gagner du temps parce que je l'enquiquinais beaucoup moins en lui posant des questions très simples. Donc deuxième chose, voilà, donc c'est formation, communication, le compte rendu. Et puis finalement tout ça, je dirais, ça se résume en une chose, c'est la bonne volonté que chacun de nous ici veut bien y mettre. C'est-à-dire que vous avez sûrement autant de choses à dire sur la ville que ce que je viens de dire sur l'hôpital, bien entendu. On n'est pas organisé, on est incapable de se parler, tous les médecins sont différents. Mais il y en a quelques-uns, parmi vous sûrement tous, parmi nous, il y en a quelques-uns qui ont envie, sollicités par les patients, parce qu'effectivement on est très proche de nos patients, qui ont envie que les choses changent. Alors, comme on ne pourra pas d'emblée changer toutes les choses, commençons par des petites expérimentations. Trouvez parmi vos correspondants quelques 2-3 tordus qui ont encore envie de faire de la médecine. Moi, ça me passionne. Vous vous rendez compte, il y a 30 ans, quand mes patients arrivaient avec un cancer métastatique, voilà, je commençais déjà, moi, à avoir un peu les épaules qui tombaient. Et maintenant, non, pas du tout. Je leur dis, mais attendez, il se passe des tas de choses. J'aimerais un petit peu comprendre. J'entends qu'on forme des infirmières, etc., et j'en suis ravie, et je travaille beaucoup avec elles dans le cadre des réseaux. Mais j'ai quand même le souvenir dans mes études d'avoir appris ce que c'était que des mutations, des translocations, des amplifications.
Je l'ai lu hier soir, j'ai révisé. Mais voilà, ça me revient tout ça. Il n'en faut pas beaucoup pour que j'y revienne. Une dernière chose, ça coûte pas cher. Vous savez à combien la consultation d'un généraliste? Voilà, 23 €. Vous vous rendez compte? Ça coûte, mais bien sûr, hein, vous n'êtes pas bien payé. Voilà, ça coûte pas cher. Dites-le à la dame qui viendra tout à l'heure. Donc, utilisez-nous à bon escient. Le maître mot, c'est formation, coordination, communication. Pour vous. Et puis, bonne volonté. Peut-être qu'il faut structurer la bonne volonté aussi. Monsieur Sicard, finalement, vous êtes pharmacien d'officine, donc de ville. C'est vrai que le pharmacien est souvent le premier à qui n'importe qui d'entre nous va parler lorsqu'il a un problème de médicaments, ou même de tout d'ailleurs, un problème tout court de santé. Des pharmacies, il y en a partout. Je crois qu'il y en a 16 000 en France, donc c'est quand même 23 maintenant, 23 000. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe où vous êtes, vous pouvez aller pousser la porte et aller demander conseil. Donc, vous êtes président de l'association d'ailleurs Action Croisée qui promeut la formation et les liens entre les différents acteurs impliqués en cancérologie. Vous êtes aussi très au fait des nouveaux produits, puisque je lis que vous rédigez pour Cancer Officine le compte-rendu des congrès mondiaux, notamment de l'ASCO. Donc ça vous donne beaucoup d'informations. Vous en avez beaucoup d'informations, à titre volontaire certainement. Et puis vous êtes aussi membre du COMUP, donc du comité des usagers. En tant que pharmacien, quel est votre sentiment sur justement la gestion des patients qui sont traités par chimio orale en ville? En fait, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Martine sur le premier aspect, c'est-à-dire que on a finalement été poussé à la fois par les patients et par l'évolution de la science de ce point de vue-là pour nous investir en tant que pharmaciens dans la prise en charge et le suivi des patients qui sont déjà suivis pour cancer et donc a fortiori qui prennent des thérapies orales qui sont sorties de ce qu'on appelle la réserve hospitalière. Donc au cours des dernières années, on a eu plusieurs molécules qui sont sorties en fait de l'hôpital pour arriver en ville à disposition des pharmaciens. Alors le challenge, il est important parce que, comme disait Martine, on connaît bien les patients, puisque c'est finalement qu'un continuum. L'arrivée et l'annonce du cancer, c'est un continuum dans la vie et le parcours de santé du patient. Et donc on se retrouve effectivement en soutien du patient dès le début, dès l'annonce du cancer et pendant toute la durée des traitements et bien sûr après cancer. On se retrouve donc en première ligne. Et c'est des patients que l'on connaît, c'est des patients avec lesquels souvent on va renforcer les liens pendant la période du cancer, puisque c'est des gens qu'on va rencontrer, des personnes, alors soit la personne elle-même malade, soit l'aidant ou l'accompagnant, on va les rencontrer, je dirais, par moment, près d'une fois toutes les semaines, voire plus fréquemment. Parce qu'ils vont venir, parce qu'on va discuter, parce qu'on ne va pas forcément parler que de leur pathologie. Et donc, on va avoir ce lien qui va se créer. Et donc, l'arrivée des thérapies ciblées, et des thérapies d'ailleurs en cancérologie, soulève plusieurs aspects. Premier aspect, c'est la formation. On est dans un domaine, la cancérologie, qui fait partie de ces domaines qui sont en pleine expansion. Et nous, comme les médecins généralistes, nous sommes généralistes. Donc c'est pareil, le patient atteint de cancer, on a fait une petite étude en Champagne-Ardenne, d'où je viens, et c'est à peu près évalué à une dizaine ou une quinzaine de patients par pharmacie. Mais dans ce nombre-là de patients, on a énormément, bien sûr, d'hormonothérapie du cancer du sein, notamment. Mais finalement, la thérapie ciblée en tant que telle, c'est très peu de patients par pharmacie. On va être dans les mêmes ordres, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus, mais on va peut-être avoir tous les 2-3 ans un patient qui va se retrouver sous thérapie ciblée. Donc la question, c'est de se dire comment, en tant que pharmacien généraliste, on doit être, au moment de la délivrance, au point
sur ce qui va se passer pour le patient, sur la thérapeutique, sur le plan de prise, les risques d'interaction avec l'alimentation, les risques d'interaction avec les autres traitements, les risques, donc on n'en a pas parlé, mais vous savez qu'entre 40 et 80% des patients prennent des thérapies complémentaires, parallèles, alternatives, on va les appeler comme on veut, qui peuvent avoir un impact délétère sur leur traitement anticancéreux. Tous ces aspects-là, il faut le prendre en compte. Et donc, en fait, le challenge pour le pharmacien d'officine, je dirais que ça va être au moment où on va en avoir besoin de pouvoir finalement trouver l'information et la bonne information pour pouvoir se former. Si on se met dans le cadre d'une pratique de tous les jours, vous avez quelqu'un qui va arriver avec l'ordonnance du médecin. Donc, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il arrive à 10 h du matin, le traitement, on l'a à 14 h pour lui fournir. D'accord? Ça veut dire qu'en 4 heures de temps, avec tout ce qu'on a d'autre à faire dans la journée, il faut qu'on soit au point au moment de la première délivrance du traitement. Traitement qu'on n'aura peut-être jamais entendu parler, traitement dont on ne connaît rien. D'accord? Pour le renouvellement du traitement, c'est un petit peu différent. Mais sur la première délivrance, c'est un aspect qu'il faut garder quand même en tête, en pratique, parce que souvent on l'oublie. Mais on a quand même un temps qui est extrêmement court pour se mettre à niveau sur ces traitements-là. L'autre aspect important, donc formation, et c'est surtout de savoir où on peut trouver l'information et la bonne information. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut essayer de développer des choses, parce que c'est pas nous, l'objectif, il n'est pas de tout savoir, hein, c'est impossible. On le voit quand on fait des comptes rendus, par exemple à l'ASCO, on regarde ça sous l'angle généraliste, mais donc on balaye plein de localisations tumorales, plein de questions, mais donc c'est là où on se rend compte de la difficulté d'avoir une vision globale. Et donc là, l'idée, c'est que quand on va avoir la prescription et la délivrance à faire, il va falloir la faire et s'appuyer sur les bons outils à l'instant donné. L'autre aspect, c'est la communication. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire, c'est pareil pour tout, mais je trouve que pour le cancer, ça a un impact encore plus important. Ça l'était également dans le VIH, ou ça l'est dans d'autres pathologies. C'est que, mis à part la parole du patient et l'ordonnance, nous n'avons rien. D'accord ? Ce n'est que de la déduction. Donc, la parole du patient ou de la patiente, c'est très important, sauf que ce n'est qu'un miroir déformé de ce qui lui aura peut-être été dit, de ce qu'elle aura compris, de ce qu'elle aura voulu entendre ou il aura voulu entendre lors de la consultation. Donc quand on a une ordonnance, qu'est-ce qu'on voit? On a le traitement. Il peut y avoir aussi au cours du parcours de soins des modifications de traitement. Ces modifications-là, on n'a aucune explication. Donc en fait, alors bien sûr on va poser la question au patient, mais donc l'information et le besoin d'outils pour savoir à minima ce qui se passe sur le suivi du patient serait vraiment un plus dans la relation que l'on a avec le patient, parce qu'il ne faut pas quand même oublier, enfin il faut pas oublier aussi que le médecin généraliste fait son travail de son côté, les infirmiers font le travail de leur côté, à l'hôpital les choses ont été dites, maintenant on ne sait pas ce qui a vraiment été dit, de quelle manière ça a été formulé, et donc nous on va formuler des choses sans forcément trop connaître le terrain sur lequel on se situe. Donc en fait, outre, je dirais, la pratique classique, pour nous, les éléments clés dans la délivrance d'une thérapie ciblée, ça va être de sécuriser la délivrance au maximum avec la dose, la durée, le contexte de délivrance, de prescription, ce qui est, donc je vous dis, du déductif. Ça va être de bien réassurer le patient quant à l'intérêt de son traitement, parce qu'on parle souvent des effets secondaires, mais on oublie souvent de dire au patient quand même que le traitement qu'il va prendre, vraisemblablement, il va être efficace, ce qui est quand même un élément essentiel pour tenir et l'adhésion du patient vis-à-vis de son traitement. On va avoir bien sûr tout le travail que je disais qui sont comment dire, de l'ordre de notre métier, c'est les interactions médicamenteuses, c'est vérifier tout ce qu'il va y avoir en termes de comorbidité, c'est vérifier, dans ce que je vous disais, toute la partie médecine complémentaire, intégrative et autres, parce qu'ils vont en entendre des vertes et des pas mûres de tous côtés, d'amis, de famille, donc ils vont arriver avec des demandes aussi de ce point de vue-là.
Ça va être également donc de rééduquer et de vérifier le renouvellement de ces traitements-là et la fréquence de renouvellement, ce qui va nous donner quand même une idée de l'observance au traitement, puisque quelqu'un qu'on va voir arriver à des fréquences à 2-3 jours près de la fin de sa boîte, on se dit bon, bah, ça tient, mais dès qu'on va voir qu'il va y avoir un décalage de quelques jours supplémentaires en moins ou en plus, puisqu'on parle de l'inobservance comme étant souvent une réduction de dose, mais il y en a aussi qui prennent plus de traitement parce qu'ils pensent que ça va être plus efficace. C'est autant d'éléments qu'il faut suivre. Et puis l'interdisciplinarité, là c'est un élément qui est important, et ça c'est notre rôle aussi de sortir de nos murs de la pharmacie pour rencontrer les autres professionnels. Quand il y a un problème, de tirer le téléphone et d'appeler le médecin spécialiste ou l'infirmière de coordination si le centre ou l'établissement en possède, pour essayer d'éclaircir les situations quand on se retrouve bloqué sur une prescription d'anticancéreux oral. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Blais, je vais peut-être vous passer la parole parce que c'est vrai qu'on sent quand même que, je crois qu'un des reproches majeurs qu'on peut entendre, c'est ce lien qui est peut-être pas assez important entre l'hôpital qui prescrit et la ville qui surveille. J'écoute avec beaucoup de sympathie les deux interventions parce qu'il faut être clair, on est aussi déstabilisés au quotidien, nous soi-disant spécialistes, par l'arrivée des médicaments que ce que vous pouvez être. Il ne se passe pas, comme on le disait, on a tous dit aujourd'hui, il ne se passe pas un mois sans que quelque chose de nouveau arrive, il ne se passe pas un mois sans que, à ma consultation, je sois challengé par un médicament dont je n'ai pas la moindre idée sur comment il se prescrit, ni comment et où on est. Alors bien entendu, on est plus dans un environnement hospitalier, mais l'accès à l'information et cette difficulté que vous avez de manière beaucoup plus aiguë, puisque vous êtes en cabinet ou en officine, plus à distance, on le ressent. Et dans une certaine mesure, c'est le fruit de cette évolution qui est, encore une fois, à un rythme inédit. Pour avoir vécu mes 10 premières années de ma carrière en cancérologie sur une morne-pleine où on avait eu un nouveau médicament qui était apparu, je trouve la période actuellement plus passionnante, mais je conçois qu'elle soit extrêmement perturbante, mais elle l'est pour nous tous. Je trouve que parmi les gros changements qu'on observe en tant que praticien ces dernières années tout de même, c'est le changement très radical d'interaction qu'on peut avoir avec la ville à travers l'introduction de ces thérapeutiques ciblées. Il ne se passe pas un jour sans que j'ai sur mon courrier électronique, parce que c'est mon mode de communication privilégié, 1 ou 2 messages de médecins généralistes qui me demandent une guidance sur la manière de suivre. Il faut 15 secondes pour répondre, parfois beaucoup plus, mais le plus souvent c'est assez simple. Ça, c'est un changement très radical et on pressent tous que c'est une nouvelle manière d'interagir ensemble qui n'existait pas avant parce que peut-être il n'y en avait pas besoin ou peut-être parce qu'on ne savait pas faire. Mais en tout cas, ces nouveaux outils nous offrent de nouvelles manières d'interagir et encore une fois, c'est au service du patient. Patient que d'ailleurs, on va également de plus en plus avoir en direct, et je pense que vous encore plus, par mail, parce qu'il nous demande au fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il est 10h du soir, je ne sais pas quoi faire, et on essaie quand même de répondre. Mais ce changement de modalité de communication, vous parlez de l'importance de la communication, je crois on a ce devoir d'aller au-devant de la meilleure simplification de notre manière de communiquer, mais également de changer assez radicalement nos outils de communication. Je crois que le papier, le courrier qu'on fait, c'est obsolète, par exemple. Je crois que ça n'a plus de raison d'être. Vous devriez avoir accès au dossier patient de votre patient à l'intérieur de l'hôpital. Et on est en train de mettre en place ce type d'outils pour changer de manière très radicale et pour fluidifier la communication que l'on est. Alors je ne vous promets pas que ça sera plus intelligible, notamment sur les altérations moléculaires, mais en tout cas, les données pratiques pourront être plus présentes que sur un courrier résumé qui n'a finalement pas plus de raison d'être que votre accès complet au dossier du patient qui doit être notre devenir. Je vais vous répondre. Effectivement, les patients nous saisissent très souvent par mail. Donc, c'est un mode de communication qu'on a tous et c'est assez pratique, même si c'est envahissant. Plutôt que de vous déranger tout le temps, il y a des questions qui doivent revenir très fréquemment. Pourquoi ne pas les poser sur un site, sur les sites des hôpitaux de proximité? Alors, c'est beaucoup plus facile avec mon hôpital de proximité, Argenteuil. Dès qu'on arrive avec une cancéropole, bien entendu, je ne connais pas les gens. Donc on travaille plus facilement et on interfère plus facilement avec ceux qu'on connaît. Commençons déjà par cela. Si déjà je ne vous appelle pas toutes les 10 minutes, enfin j'en ai que 2 pour 6 ans, non mais si je ne vous appelle pas fréquemment pour me donner l'effet indésirable le plus fréquent, parce qu'il est sur le site où je peux aller,
Ben, voilà, c'est toujours ce temps-là. Deuxièmement, c'est bien que ça aille vite, mais des fois, à vouloir aller trop vite, on ne stabilise pas les choses. Et là, je trouve qu'on est un peu gourmand, on ne stabilise pas les choses parce qu'on veut aller toujours très très loin. C'est-à-dire que j'ai bien compris que vous étiez l'expert de l'expert. Hein. Vous avez en plus le cancer qui était... Non, mais ce n'est pas le plus... J'ai une de mes patientes qui est allée vous voir, de Paris. Hein. De Paris, hein, enfin de Besançon. Donc, vous êtes le point de vue. Moi, ce que j'ai le plus souvent, c'est j'ai 2 sarcomes. Par contre, des cancers du sein, j'en ai énormément, de la vessie, du poumon. Bon. Et ça, c'est le b.a.-ba. Commençons par stabiliser le b.a.-ba. En plus, là, quand j'ai entendu aujourd'hui, je me suis dit, le bon malade, c'est celui qui est jeune, alors il n'est pas en bonne santé, hein, avec quand même des moyens, il faut au moins qu'il ait accès à Internet, à un smartphone, etc. Mes pépés, mes mémés qui ont des lymphomes, à qui on demande de prendre rendez-vous, ne serait-ce que par Internet, les gens qui sont précaires, mais ceux-là, mais comment ils font ? Comment ils font ? Vous les oubliez. Alors en même temps, je comprends votre désir de vouloir soigner le sarcome et il le faut, mais il faut aussi stabiliser, sécuriser tout ce qui est déjà bien fait. Voilà. Donc, et ça, nous, on peut s'en occuper. Donc, formez-nous à ça. Moi, ça ne me gêne pas d'être le petit soldat et puis de faire le reste. Vous êtes là pour l'expertise. Et une chose, c'est l'anticipation. On ne fait jamais aussi bien quand on anticipe que quand on est, voilà, le vendredi soir en catastrophe. Alors, message reçu. Je vous en rajoute une autre quand même. Croyez pas que vous nous dérangez. Ce n'est pas une figure de style. Bien sûr, on peut donner la liste des effets secondaires et de comment il faut se comporter. Mais c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide et ça nous prend beaucoup moins de temps de répondre à un mail sur une question ponctuelle qui se pose devant le patient parce qu'il n'y a pas de situation stéréotypée, si stéréotypée que ça, quoi qu'on pense avec ces thérapeutiques ciblées. En tout cas, il y en a 3 ou 4, mais en gros, chaque fois des questions spécifiques se posent. Et je vous assure que ça nous coûte beaucoup moins de temps et que vous nous dérangez beaucoup moins, d'ailleurs vous ne nous dérangez pas, que si le patient est obligé de réclamer une consultation en urgence, d'arriver à 23 heures et d'être hospitalisé pour quelque chose qui aurait pu facilement, finalement, si on avait échangé dans la journée, pu simplifier la tâche. Il arrive aussi que les associations de patients aient développé des outils qui permettent aux patients aussi d'éduquer son médecin généraliste ou son pharmacien, de sensibiliser. Alors, c'est pas vrai dans toutes les maladies, mais il peut arriver que ça existe. Et puis, je voudrais rajouter aussi qu'en pratique, il existe quand même pas mal d'outils aujourd'hui disponibles et que l'on utilise au quotidien. Et c'est vrai que là, l'objectif pour nous est plutôt de faire connaître ces outils, réalisés par des réseaux territoriaux en France, réalisés par un certain nombre de labos. Peu importe d'où ça vient, finalement, enfin, si, c'est important quand même, par la qualité de l'information, mais ce qui est important quand même, c'est de se dire qu'il y a des choses qui existent déjà, il y a des projets maintenant, et surtout, alors, ça limite, hein, mais je pense que maintenant beaucoup de laboratoires ont compris que leur intérêt dans un bon suivi des patients et une bonne prise du traitement, notamment dans le cadre des plans de gestion de risque, puisque derrière, après, il y a une potentielle renégociation du prix du médicament si les choses ne sont pas dans le cadre. Et donc, effectivement, il y a des choses qui sont également développées de ce point de vue-là. Moi, je sais que, pour donner un exemple, quand on a des nouvelles molécules qui arrivent, là, ça s'est passé pour un patient atteint de cancer de prostate, c'était du Xtandi, donc après un échappement aux Zytiga, eh bien, le médecin généraliste, je pense qu'il était un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais dû avoir d'Xtandi jusqu'alors. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je suis allé sur le site d'un réseau territorial qui fait de très bonnes fiches très didactiques sur fiches patients, fiches professionnelles que j'ai sorties, et je lui ai envoyé par courrier au médecin généraliste la fiche sur le médicament, lui disant voilà, ce médicament-là, c'est ce à quoi le patient aujourd'hui, c'est ce qu'on lui a délivré. Attention quand même, il y a quelques interactions par rapport à son traitement actuel, notamment sur l'hypertension. Et donc ce courrier est parti au confrère médecin généraliste qui le suit, qui est à côté.
Et ça permet de créer le lien, ça permet de lui montrer aussi que sur le médicament, le pharmacien, c'est quand même son cœur de métier. Donc c'est aussi à nous de prendre la responsabilité de communiquer là-dessus. Et c'est vrai que d'avoir une communication entre différents professionnels de santé comme ça autour de la délivrance des thérapies ciblées est une nécessité. C'est aussi l'intérêt du coup de la collaboration entre les médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, et même les pharmaciens et les associations de patients, pour développer des outils qui soient spécifiques à ça. Si je prends par exemple le cas des gystes, qui est la maladie qui me concernait au préalable, on a développé en collaboration avec un médecin de Reims d'ailleurs, un petit dépliant qui rapportait en fait les effets secondaires les plus fréquemment observés chez les patients traités par thérapie ciblée, et on avait balayé l'ensemble des thérapies ciblées qui étaient utilisées dans le traitement des gystes. Et cette petite plaquette, donc, elle prenait la forme d'une carte bancaire, un dépliant de 12 volets. On partait de l'effet secondaire le plus répandu et le moins grave à l'effet secondaire le plus sérieux qui nécessite éventuellement une hospitalisation. Et en utilisant ce dépliant, le patient qui d'un coup, par exemple, se retrouvait avec un effet secondaire qui est assez impressionnant, qui est celui de l'hémorragie oculaire, peut consulter ce dépliant et se rendre compte qu'en fait, même si c'est un effet impressionnant, il n'y a rien à faire d'autre qu'à attendre. Et ce genre de petit document, qui est très simple à développer si on travaille ensemble, permet aux patients de rationaliser déjà la survenue de l'effet secondaire, et aux médecins généralistes qu'il a en face de soi de comprendre aussi la manière dont fonctionne ce traitement. Écoutez, je pense qu'on va conclure. Je vais essayer de résumer ce que vous avez tous dit ici. Le premier point qui me paraît important, c'est le sentiment d'isolement, que ce soit des patients, également des professionnels de santé de premier recours, les médecins et les pharmaciens. La connaissance inégale que vous avez sur ces médicaments du fait de leur arrivée qui se multiplie, mais également puisque finalement vous n'êtes pas confronté très souvent à des patients qui sont traités par ces médicaments. Je voulais aussi signaler, parmi toutes les propositions que vous faites qui tournent autour du bon usage, de la coordination de l'information, de la communication et de la formation, que le plan cancer a prévu un certain nombre d'actions structurantes qui ont déjà été mises en place ou qui sont en cours et qui, j'espère, répondront à vos questions. Je citerai notamment, pour répondre à votre proposition, les recommandations sur les effets indésirables qu'élabore l'INCa et qui sont sur son site. La question du site unique, si ça pouvait être celui de l'INCa, ça serait bien. Je pense qu'on travaille sur ce sujet et qu'on a énormément de connexions sur le site de l'INCa, et je trouve qu'il faut le promouvoir. L'information qui y est indépendante, et je pense que ça aussi c'est un point tout aussi important. Et puis la formation des professionnels de santé, j'ai entendu qu'il fallait peut-être qu'on vous dise où la trouver, la développer et dire où la trouver. Et enfin, la bonne communication des informations. On sait tous que le dossier communicant en cancérologie va bientôt arriver. J'espère qu'il sera ouvert à tous. Et le dernier mot, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, et je crois qu'il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour travailler ensemble. Merci à vous tous.